Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. La pression ne faiblit pas en Algérie. Des centaines d'étudiants se sont à nouveau rassemblés ce mardi dans le centre d'Alger contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Que deviennent ces Somaliens qui fuient leur pays à cause de la violence? Nous sommes allés à la rencontre d'Ali Abdi, exilé à Kigali. Elle a perdu la vue à l'âge de 5 ans. Elle se bat pour les handicapés et aligne de prestigieux prix. Son histoire dans ce journal. Bonsoir. La colère est loin de retomber en Algérie. Ce mardi encore, ils étaient des centaines d'étudiants à descendre dans les rues à Alger, la capitale, et dans plusieurs villes du pays pour marquer leur opposition à la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika, malgré sa promesse de ne pas aller au bout de son mandat en cas de réélection. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Bouteflika, il n'y aura pas de 5e mandat ou ramener les commandos de l'armée et la BRI, il n'y aura pas de 5e mandat, scandent les étudiants dans le centre d'Alger. Ils sont venus par milliers, notamment des universités d'Oran, de Constantine et d'Annaba pour exprimer leur mécontentement. Nous sommes fatigués, le peuple est fatigué. Ça fait, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. Il s'agit d'une mobilisation très forte à laquelle prennent part également certains professeurs. Des manifestations ont également eu lieu à Béjaïa, région située à 180 km à l'est d'Alger, en Kabylie ainsi qu'à Blida, Bouira ou Tizi Ouzou selon le site d'information Tout sur l'Algérie, de même qu'à Sétif à Tlemcen selon le quotidien El Watan. Nous étions trop passifs. Et il est temps que les gens se réveillent, et pas seulement les citoyens. Les étudiants sont imprégnés de la situation, les jeunes aussi. Donc nous savons ce que nous faisons. Même s'ils décident de ne pas nous écouter, nous continuerons à manifester pacifiquement jusqu'au changement. Nous nous sommes tous réunis pour démontrer clairement aux autorités que nous n'acceptons pas non seulement le 5e mandat de Bouteflika, mais tout le système. Le président Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, est la cible d'une contestation déclenchée par sa volonté de briguer un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril. Dans une lettre lue à la télévision nationale, il a promis de ne pas aller jusqu'au bout de son mandat s'il était réélu. Une promesse qui n'a pas convaincu grand monde chez les étudiants ou dans les autres secteurs de la société algérienne. Et pour approfondir sur cette actualité, accueillons Fatah Bendali. Il est membre du Conseil national Gilles Jadi et président de Gilles Jadi Europe. Gilles Jadi est un parti politique algérien créé en 2011. Monsieur Bendali, bonsoir et merci d'être avec nous. Et bonsoir à vous. Alors, des milliers d'étudiants sont encore, on le disait, descendus dans les rues ce mardi en Algérie. Comment évaluez-vous l'ampleur de ce mouvement et jusqu'où ira-t-il? Écoutez, le mouvement a commencé, comme vous l'avez constaté, il y a déjà quelques semaines, avec des manifestations le 22, le 24, le 1er mars et dimanche dernier aussi, à travers de nombreuses villes à l'étranger, où l'ensemble des Algériens ont eu comme un seul mot d'ordre de manière spontanée, réclamant la fin de ce régime et demandant à cette candidature folklorique de cesser. Et malheureusement, on a constaté que ce gouvernement, ce système et Bouteflika à la tête de ce régime veulent aller jusqu'au bout et à tout prix, malgré les voix qui sont sorties dans les rues. Alors, la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika est bien sûr à l'origine de ces manifestations, vous le disiez, qui durent depuis au moins 2 semaines. Comment s'explique la position de Bouteflika compte tenu de ces problèmes de santé?
Alors, juste pour mémoire, les revendications et les manifestations ont commencé il y a bien longtemps, notamment avec le mouvement Mouatana qui a été initié il y a six mois à peu près, avec des marches qui ont été interdites par ce même régime. Et tout cela pour dire effectivement que l'état de santé du président actuel qui veut briguer un nouveau mandat n'est pas compatible avec l'exercice d'une fonction aussi importante. Et on l'a bien vu depuis 2013, année où il a eu son AVC, et les conséquences qu'il a eues derrière. Il ne s'est pas exprimé vis-à-vis de son peuple, il ne s'est pas déplacé à l'étranger pour des visites internationales, il n'a pas reçu des autorités, même si on a parfois ici ou là montré des images ou des montages vidéo parfois ubuesques qui montrent bien que le président n'est pas en pleine possession de ses moyens, ni physiques et probablement pas non plus intellectuels et mentaux. Alors, quelques mots, pour terminer, je vous en prie, la France, qui a des rapports particuliers avec l'Algérie, est restée très réservée depuis le début des manifestations. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors, elle était réservée pour des raisons qu'on peut comprendre d'ordre liées à des relations historiques, ce qui ne vous ont pas échappé. La France et l'Algérie ont des relations très, très anciennes et qui ont continué après l'indépendance. Il faudrait maintenant que l'on passe à une étape différente, c'est-à-dire que le régime qui a été soutenu pour des raisons d'intérêt, évidemment, que les partenaires étrangers, la France en premier, mais aussi d'autres pays, arrêtent de regarder juste le partenariat avec un gouvernement ou un système qui peut-être arrange des intérêts dans l'immédiat, mais plutôt suivent l'ambition du peuple qui, lui, s'est relevé et qu'il faudrait réinventer les relations à long terme. Merci bien, Monsieur Fattah Bendali. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national Gilles Jaddy et président de Gilles Jaddy Europe, un parti politique créé en 2011. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a proclamé ce mardi la réélection du président Macky Sall au premier tour de l'élection du 24 février avec 58,26% des voix. Ses 4 adversaires ayant renoncé à contester les résultats provisoires annoncés le 28 février. Selon la décision du Conseil lue par sa greffière en chef, Mme Ernestine Ndeye Sanka, l'examen des documents transmis par la Commission nationale des recensements des votes, dont les observations formulées par les représentants de certains candidats ne révèlent pas d'irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. 323 personnes ont été interpellées au Nigeria en rapport avec les élections présidentielles et législatives du 23 février. L'inspecteur général de la police nigériane, Mohamed Adamou, a fait savoir que ces personnes ont été arrêtées pour infractions électorales et divers crimes à travers le pays. 2 policiers ont été tués et d'autres agressés et blessés, a-t-il ajouté. Selon la société civile nigériane, 53 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés lors des élections. Le Nigeria a une tradition de violence électorale. En 2011, plus de 1000 personnes avaient perdu la vie dans le nord du pays. Après 23 années de présence au Burundi, le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ferme ses portes. Michelle Bachelet, patronne de cette institution, a indiqué dans un communiqué rendu public ce mardi que le bureau a été fermé le 28 février à la demande du gouvernement burundais. Bujumbura a justifié cette requête formulée le 5 décembre 2018 en soulignant, selon le Haut-Commissariat de l'ONU, que le Burundi avait fait suffisamment de progrès pour mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme, de sorte que l'existence du bureau onusien n'était plus nécessaire. De nombreux Somaliens ont été forcés à s'exiler par l'anarchie et à la violence qui embrasent leur pays depuis 1991. Cela fait 2 décennies qu'Ali Abdi a trouvé refuge à Kigali, au Rwanda. Il y a trouvé l'amour et la réussite. Ali Abdi dirige aujourd'hui un magasin où il vend des produits d'épicerie et divers articles ménagers.
Allons à sa découverte dans ce portrait signé Arzouma Compaoré. Cela fait 20 ans qu'Ali a fui Mogadiscio alors que la guerre faisait rage en Somalie. Après s'être réfugié au Rwanda, il réussit à s'intégrer au point de parler couramment la langue locale, le Kinyarwanda. Je vis comme n'importe quel citoyen de ce pays. Je parle la langue locale et mes amis sont des habitants de ce pays. Les débuts n'ont pas été faciles, mais Ali a eu la chance de trouver un environnement favorable qui a réveillé son sens de l'entrepreneuriat. Le Rwanda a décidé de favoriser l'intégration de ces milliers de réfugiés en leur donnant le droit de faire des affaires, l'accès aux services de santé et aux assurances, aux banques et à l'éducation. Et c'est dans son nouveau pays qu'Ali a trouvé l'amour de sa vie, qui a d'ailleurs su l'accompagner dans son intégration. Elle est de ce pays, elle m'a beaucoup appris et maintenant je peux être indépendant. Des années de travail acharné ont porté fruit et le couple s'est construit une maison ici. Je veux qu'ils apprennent et travaillent dur afin de ne pas être confrontés aux mêmes problèmes que moi. C'est tout ce dont je rêve. La formation en 2015 d'un groupe dissident d'anciens insurgés Al-Shabaab ayant prêté allégeance au groupe État islamique dans le nord de la Somalie a rajouté une couche supplémentaire de chaos. Aujourd'hui, le Rwanda héberge plus de 150 000 personnes réfugiées, dont environ 12 000 dans des centres urbains comme Kigali. Autre personne, autre histoire, celle de Yenerbech Nigussi, qui a perdu la vie à l'âge de 5 ans, mais qui ne s'est pas laissé abattre par son handicap. Défenseuse inlassable des personnes handicapées en Afrique, elle a reçu des prix prestigieux, notamment le prix Spirit of Helen Keller et le prix Nobel alternatif. Yenerbech Nigussi s'est récemment entretenu avec Salem Solomon de la VOA dans notre studio de New York. Voici son histoire, le récit est de Salwa Jafari. Yenerbech Nigussi a grandi dans la province rurale de Wollo, en Éthiopie, avec très peu de chances de réussir dans la vie. Devenir aveugle, c'était pour beaucoup de gens, y compris ma mère. Mon Dieu, ça va être la fin de sa vie. Elle ne peut pas vivre sans moi. Mais là où d'autres ont vu des obstacles, elle a vu une opportunité. Si je n'étais pas devenue aveugle, je me serais mariée tôt, à 10 ou 12 ans. Je considère donc mon affliction comme un facteur émancipateur. Ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Alors que d'autres filles s'étaient mariées ou étaient contraintes de travailler à la maison, Nigussi s'est consacrée à son apprentissage. Elle a déménagé à Addis Abeba, où elle a poursuivi des études pour obtenir un diplôme en droit. Elle a ensuite formé le Centre éthiopien pour les personnes handicapées et le développement, un groupe qui défend les droits des personnes handicapées. Ils sont vraiment étonnés lorsque vous faites quelque chose parce que dans leur tête, ils croient que quand on a un handicap, on en a plein d'autres. L'organisme de Nigussi, The Ethiopian Center, cherche à éliminer ces obstacles par le biais de formations et de publications. Elle propose un guide en ligne des hôtels, restaurants et bureaux accessibles aux personnes handicapées. Cela dépend de la façon dont vous voyez une personne en fauteuil roulant. Par exemple, si vous voyez une personne en fauteuil et vous vous dites « Oh, c'est parce qu'ils sont sur une chaise roulante, ils ne peuvent pas être médecins ». Cela n'a rien à voir. Elle aimerait également que la société change son regard vis-à-vis des personnes handicapées, qu'elle arrête de les considérer comme un fardeau, mais plutôt comme un atout. C'est une nouvelle qui pourrait redonner de l'espoir aux personnes vivant avec le VIH. Pour la deuxième fois dans le monde, un patient atteint par ce virus connaît une rémission durable après avoir interrompu son traitement. 10 ans après la confirmation du premier cas de rémission chez un patient séropositif qui s'est débarrassé de cette maladie, ce deuxième cas, surnommé le patient de Londres, n'a montré aucun signe du virus depuis près de 19 mois alors qu'il a cessé son traitement. Et puis, 2020, ce sera sans elle. Hillary Clinton a exclu pour la première fois de participer à la prochaine élection présidentielle de 2020. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Malgré une abondante production d'or, l'économie zimbabwéenne a toujours du plomb dans l'aile. Nous le verrons dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de l'éco-jogging, un concept qui a le vent en poupe au Togo. Il permet de brûler des calories tout en protégeant l'environnement. Enfin en sport, l'arbitre du choc marocain Berkane Raja Casablanca en Coupe CAF a été suspendu par la commission des arbitres de la CAF. Comme chaque mardi, nous retrouvons la chronique de l'économie, présentée ce soir par Claire Morin-Gibou. Bonsoir Claire. Bonsoir John. Et nous partons tout de suite pour la Suisse, où se déroule le salon de l'automobile de Genève. J'espère que vous êtes amateur de belles voitures, John, car c'est le salon de référence de tous les amateurs de voitures. Ce salon s'est ouvert à la presse aujourd'hui avec beaucoup de nouveaux modèles, notamment électriques. Car pour pouvoir réduire rapidement ces émissions de CO2, c'est toute la filière automobile qui doit résolument s'engager dans l'électrification des motorisations et ainsi respecter les limites imposées par l'Union européenne à partir de 2020 sous peine de lourdes pénalités financières. Alors, des contraintes écologiques que les constructeurs estiment difficiles au plan financier, surtout rajoutées à l'incertitude du Brexit et aux guerres commerciales mondiales, comme l'explique François Roudier, c'est le directeur du comité des constructeurs français d'automobiles. L'automobile, c'est vraiment un sujet global et par grandes plaques régionales. Vous avez à la fois des problèmes de production où tout le monde est totalement interlié entre équipementiers et fabricants, des problèmes de marché, parce que le marché britannique, c'est le deuxième marché en Europe. Si d'un seul coup, les sociétés commandent moins de véhicules ou des véhicules d'une valeur nettement moindre, il y aura un effet sur les marques qui sont produites sur le continent. Donc, il y a un vrai lien entre les pays, à la fois les grandes plaques régionales et même au niveau mondial. Alors regardez ce qui se passe aux États-Unis avec le danger sur les taxes d'importation, ça va affecter tout le monde aussi. On est, je crois, nous, l'automobile, le symbole de la libre circulation des biens. Et lorsqu'on est affecté, c'est un véritable souci. Ce salon, ouvert jusqu'au 17 mars, va accueillir plus de 660 000 visiteurs qui sont attendus pour admirer quand même plus de 900 voitures, John. Allons au Libéria, où 5 anciens dirigeants de la Banque centrale ont été inculpés, Claire. Dont un fils de l'ancienne présidente, Ellen Johnson Sirleaf. Ils sont accusés de complot criminel et de sabotage économique à la suite d'une enquête sur l'entrée de billets de banque dans le pays entre 2016 et 2018. Plus précisément, il leur est reproché d'avoir fait imprimer sans autorisation un excédent de billets de dollars libériens qui aurait disparu d'un montant, John, de 16,3 millions de dollars. En septembre dernier, le président George Weah avait annoncé l'ouverture d'une enquête à ce sujet sur l'entrée donc dans le pays de billets d'un montant de presque 99 millions de dollars, dont une partie donc a disparu. À présent, direction la Centrafrique. Et nous terminons donc par la République centrafricaine pour aller à la rencontre d'un militant contre les OGM, le président des paysans centrafricains, Pascal Bida Koyabele, a créé une ferme biologique à Bangui où il forme des jeunes à la culture des fruits et des légumes sans produits chimiques, notamment des oignons, des carottes, des tomates et des poivrons. Aujourd'hui, il veut changer les pratiques agricoles en Centrafrique et il se prépare à accueillir sa deuxième promotion de près de 60 paysans. Alors Pascal Koyabele veut s'associer avec le Crédit populaire de Centrafrique pour offrir un microcrédit aux jeunes agriculteurs et leur permettre de s'équiper d'outils modernes et performants. L'agriculture de l'or vert. Avant de nous quitter, Claire, un autre élément sur l'or zimbabwéen.
Le Zimbabwe qui pourrait avoir dépassé son objectif de production d'or en 2018. Mais cette situation n'a pas pour autant sorti le pays de l'ornière. Son économie est toujours moribonde. Depuis Harare, Columbus Maunga nous en dit plus. Dans ce site aurifère de la région de Bindura, à environ 100 km au nord de Harare, certaines personnes ont abandonné l'agriculture pour l'or. Ne pouvant pas trouver un emploi, Kudzanayi Svomuya dit avoir décidé, il y a 6 ans de cela, de se lancer dans la recherche du métal précieux. Oui, l'or est une bonne source de revenus, mais il y a des risques. Vous pouvez être pris au piège sous terre, mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire au regard de l'environnement économique qui est hostile. Ce jour-là, Svomuya a eu au moins 1 gramme d'or pour son travail journalier. Il l'a tout de suite vendu à un acheteur sur place à un prix qu'il n'a pas souhaité dévoiler. L'or est l'une des ressources dont dépend la renaissance économique du Zimbabwe. L'année dernière, la production nationale a atteint 33 tonnes, dépassant de 3 tonnes l'objectif initial. Malgré cela, les mineurs à petite échelle n'en tirent pas assez d'avantages, le secteur étant miné par la corruption, la mauvaise gestion, entre autres. L'État ne parvient pas à soutenir certaines institutions intervenant dans le secteur d'extraction de l'or, par exemple les exploitants artisanaux et les mineurs à petite échelle. Nous avons le Zimbabwe Mining Federation, cette entité qui travaille avec le gouvernement pour coordonner les activités du secteur minier à petite échelle. À l'image de la situation de ces mineurs appauvris, c'est toute l'économie du pays qui continue de s'embourber dans la crise, malgré ces immenses richesses minières. Voilà, John, c'est tout pour la rubrique éco d'aujourd'hui. Merci Claire et on vous retrouve la semaine prochaine. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint pour le sport. Yacouba, une fois n'est pas coutume, on commence par le rugby. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, du rugby pour débuter cette rubrique sportive. Saison terminée pour Lourdes des Jaguars, le deuxième en ligne sud-africain. Touché à une épaule fin février, ne reviendra pas avant la fin de la saison. En juillet donc, soit 2 mois avant le mondial 2019. Lourdes va revenir seulement à la fin de la saison de Super Rugby, dont la finale a lieu le 20 juillet, a assuré son club des Bulls. Le joueur de 26 ans s'est blessé fin février en Argentine lors de la défaite de la franchise de Pretoria face aux Jaguars 27-12. A priori, sa participation au mondial 2019 au Japon n'est pas remise en cause. Les Jaguars comptent 38 sélections avec les Springboks qui visent au Japon un 3e titre après ceux de 1995 et 2007. La compétition, elle, aura lieu du 20 septembre au 2 novembre prochain. Et puis, en football, on en parlait déjà hier, la sanction a été immédiate, coupable de plusieurs erreurs grossières. Lors du match de la Coupe CAF entre la Renaissance sportive de Berkane et le Raja de Casablanca, l'arbitre camerounais Antoine Max Depadou Efa Essouma a été suspendu pour 1 an par la commission des arbitres de la CAF. Avec cette décision, l'instance panafricaine de football valide ainsi la lettre de protestation du Raja qui avait écrit à la CAF pour dénoncer un massacre arbitral. Contrairement aux espoirs des Rajaouis, la CAF ne semble pas envisager, en revanche, de faire rejouer le match. Et pour finir, cette affaire extra-sportive qui a tout de même un lien avec un footballeur, la mère de Samuel Kalou, international nigérien et attaquant de Bordeaux, a été libérée après près d'1 semaine aux mains de ses ravisseurs dans le sud-est du Nigeria. Ozurumier Juliette Kalou a été enlevée le 27 février dans l'état d'Abia alors qu'elle était en voiture et selon la presse locale, la rançon réclamée par les ravisseurs s'élevait à 36 000 €, mais la police n'a pas confirmé si de l'argent a été versé ou pas. Pendant le mondial 2018, on se rappelle, le père de John Obi Mikel, capitaine des Super Eagles, avait été kidnappé avant d'être relâché pour la seconde fois dans l'état d'Enugu. Sacré Nigeria. À demain. À demain, Yacouba, on ne quitte pas tout à fait le sport. Brûler des calories en faisant du jogging et par la même occasion débarrasser l'environnement des déchets plastiques. Il s'agit là de l'éco-jogging, un concept qui pourrait faire école. Introduit au Togo il y a 2 ans, l'éco-jogging continue de mobiliser des jeunes pour la cause environnementale. Notre correspondante à Lomé, Kaila Osson, s'est jointe à une course éco-jogging. Voici son reportage.
Chaque samedi, des jeunes Togolais choisissent un quartier de Lomé pour le débarrasser des sachets plastiques qui l'étouffent. L'activité baptisée éco-jogging allie footing et ramassage des déchets plastiques. Éco-jogging, c'est un concept qui consiste à courir tout en ramassant les déchets et après à les recycler. Alors la particularité d'éco-jogging, c'est aussi la sensibilisation. Tout au long de notre course, nous avons sensibilisé les populations de ne plus jeter les déchets dans la rue, mais de les jeter dans la poubelle. Les éco-joggers, après avoir enfilé des gants en petite foulée, partent à l'assaut des rues dans la bonne ambiance. Ils scrutent les coins et recoins sur leur parcours à la recherche des déchets plastiques. Nous nous sommes engagés à ramasser les objets plastiques dans les quartiers de notre ville de Lomé qui est vraiment pollué à travers ces déchets plastiques. Courir, c'est bon pour la santé et prendre des déchets par terre consiste aussi à faire un peu la propreté, le ménage de l'environnement. Ce jeune garçon qui a participé pour la première fois à une course éco-jogging mesure la portée de son action. C'est vraiment agréable de courir et de ramasser des déchets en même temps. Ça nous aide à mieux protéger l'environnement parce que les déchets sont très toxiques. Pour cette séance d'éco-jogging, 21 kg de déchets plastiques ont été ramassés. Des déchets qui sont confiés à une structure de recyclage qui se charge de leur donner une nouvelle vie. Un robot guépard capable d'effectuer une gamme de mouvements impressionnants allant des retournements au saut en passant par des courses et des redressements forcés. C'est ce qu'on peut voir dans ces images publiées par des chercheurs du MIT. Ne pesant que 9 kg, ce robot est conçu pour être modulaire, chacune de ses jambes étant alimentée par 3 moteurs électriques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain qui était un autre jour, et je vous laisse avec ces images de Chanel.